Allez, en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord, et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes ? Comment habitent-elles leur corps de femme ? Que pensent-elles ? Écrivent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Elena Noguera. Écouter Sheila, c'était un acte punk à la maison. Tout le monde connaît Elena Noguera. Personne ne connaît Elena Noguera. Elle fait partie de ces figures ultra populaires, faciles à identifier, habituées du PAF, le paysage audiovisuel français. On connaît son visage, sa silhouette sublime, sa beauté du diable, comme elle le dit joliment. Mais connaît-on la Elena Noguera qui écrit des tribunes politiques dans Libération ? Connaît-on celle qui réalise des films pornographiques féministes ? Ben non. Comme souvent avec les femmes, on ne retient d'elles que ce qui saute aux yeux, ce qu'il y a de plus simple, ce qui tient en 140 signes. Ah, tu as couché avec toute la terre ? Bah non, pas tellement en fait. Elena Noguera a été et est 1 milliard de choses à la fois. Et quand son éditeur m'a envoyé son dernier livre, Ciao Amore, une romance sombre et solaire, je me suis dit qu'en l'écoutant pendant 1 heure, j'arriverais peut-être à explorer quelques-unes de ces facettes-là. Mes seins m'étonnent toujours. Alors on l'a fait, et le résultat est cet entretien, à la fois sombre et solaire, lui aussi. Avec Elena Noguera, on a parlé de nudité, de télévision et de meurtre. Elena Noguera, moi ce qui m'a le plus marqué de vous ces dernières années, et je vous le dis vraiment sincèrement, c'est cette tribune que vous aviez écrite dans Libération au moment de l'affaire du Burkini en août l'année dernière. Elle commençait ainsi. Amis féministes qui, tout comme moi, vous préoccupez de la place accordée aux femmes dans notre monde, je voudrais poser quelques questions. Est-il judicieux de continuer à débattre du port du burkini et associé ? Devons-nous continuer à jouer le jeu d'un monde patriarcal qui nous impose la question de ce que doivent ou non porter les femmes ? Ne devrions-nous pas plutôt nous insurger de la possibilité même d'un débat qui nous ramène à un temps, 1800, où une loi interdisait aux femmes de porter des pantalons ? Moi, je me souviens, quand j'ai vu cette tribune signée par vous, toute seule en plus, je me suis dit, mais qu'elle est courageuse et qu'elle est féministe. Et là, vous venez de sortir un roman d'amour sur fond de road trip et d'intrigue, Ciao Amore. Dans ce roman, une très belle jeune femme, Cléophée, tombe amoureuse d'un homme sombre et mystérieux. Elle est fantaisiste, elle a un penchant certain pour les drogues chimiques. Alors, moi, je vois bien, je crois, le lien qu'il peut y avoir entre ces 2 actes d'écriture. Mais j'imagine que pour beaucoup de monde, une tribune politique et un roman sentimental, ça n'est pas supposé être écrit par la même personne. Est-ce que vous en avez conscience de ça ? Oui, c'est pas une parole qui se situe au même endroit, c'est vrai. Bien que quand j'écris Cléophée, c'est un personnage que je trouve finalement assez féministe parce que c'est une femme moderne et que c'est un portrait de femme comme je les aime, c'est-à-dire elle attend pas le baiser du prince charmant, c'est une princesse d'aujourd'hui d'ailleurs. C'est elle qui va le chercher, le baiser, c'est elle qui va le provoquer, c'est elle qui va chercher, qui court derrière son idéal et qui va le provoquer. C'est pas, elle a pas le syndrome de la Belle au bois dormant, qui en psychanalyse est le syndrome de la femme qui attend d'être sauvée par le baiser d'un homme et qui ne commence à exister qu'à partir du moment où elle a été embrassée par le prince et là, ouf, la vie s'ouvre à elle. Donc, c'est à peu près la même démarche, mais effectivement, la prise de parole d'un seul coup dans un journal tel que Libération, où on écrit quelque chose de plus engagé et de plus militant, ouais, c'est différent. C'est vrai que c'était la première fois que je le faisais parce que ça m'a chauffé, c'est-à-dire que c'est monté très très fort en moi. Ces histoires de burkini, de droits des femmes qui reculaient, et notamment dans le burkini, d'un seul coup, un matin, je me réveille, je dis mais il n'y a pas de débat. En fait, on continue à se laisser faire en continuant à vouloir débattre de ce qu'on peut porter ou pas, mais en fait, il faut monter plus haut et aller plus loin dans même philosophiquement. Il n'y a pas de débat sur ce que nous portons ou pas.
Donc maintenant, si nous voulons être féministes, donnons les armes aux femmes de lutter contre le burkini ou la burqa, et qu'elles soient libres et qu'elles ne soient pas subordonnées à une idée d'elles. Mais il faut leur donner les armes. Donc parlons d'éducation, faisons des réformes sur l'éducation nationale, comment on va éduquer nos enfants, quels sont les messages que l'on transmet, mais ne débattons plus de ce qu'on doit porter ou pas. Parce qu'on se demande pas si le short de Magnum c'est bien ou pas, si un homme en Crocs c'est possible, ou on s'en fout de ce qu'il porte. Donc qu'on nous foute la paix, et que surtout nous on ne joue plus le jeu, qu'on leur dise ah, tu rigoles ou quoi? Tu vas nous dire ce qu'il faut mettre. Donc voilà, donc j'ai pris la plume à ce moment-là. C'était fort parce que c'est un débat qui était aussi empoisonné, porteur de tellement de passion. Les gens se déchirent sur ces questions-là. Oui. Vous avez vraiment eu le cran d'y aller. Oui. Et puis c'est difficile parce que c'est là où on se rend compte, grâce aux réseaux sociaux, donc les gens répondent et vous parlent. Et moi j'ai répondu, à chaque fois je réponds surtout à ceux qui sont pas d'accord, puisque ça sert à rien d'écrire une tribune pour convaincre ceux qui sont d'accord avec moi. Donc ceux qui n'étaient pas d'accord, je prends le temps de leur répondre. Et c'est fou de voir qu'en fait une pensée, elle prend du temps à être élaborée, et que donc c'est très difficile pour celles et ceux qui estiment qu'ils sont libres de porter le voile et qui le font sans faire de mal à personne, et que ces femmes pensent vraiment dans leur chair que c'est important pour elles. Donc c'est tout un voyage à faire, c'est-à-dire c'est vraiment à la base, il faut discuter longtemps, beaucoup, pour comprendre pourquoi il faut se cacher, en quoi on agresse l'autre, pourquoi. Et c'est tellement une pensée qui vient de loin, qui vient de millénaires et de millénaires, sur l'idée de la femme, du poison, même d'Adam et Ève, c'est-à-dire qu'on amène la pomme. Donc c'est un travail de très 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 longue haleine, et écrire sa pensée, c'est afficher quelque chose que... Comment expliquer ça? C'est comme si on affiche un voyage qui n'est pas forcément fait par tous. Et donc il faut accepter d'aller prendre la main à ceux qui vont vous vomir dessus, ou qui vont se sentir agressés, donc vous agressent et vous insultent toujours par les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont commencé à m'insulter. Et c'est toujours intéressant de savoir en quoi vous les mettez en danger finalement, mais c'est un vrai travail. Et là, je me suis rendu compte que le militantisme, la politique, c'est un travail de fou, parce qu'il faut être très très fort et très armé, parce que ça irrite et que c'est très difficile de convaincre. Il y a aussi quelque chose dans cette idée de vouloir assigner les femmes à certaines tenues, à certains lieux, une façon de savoir en fait où elles sont. Et vous, c'est compliqué de savoir où vous êtes. Par exemple, votre dernier roman, il s'accompagne d'une dizaine de films que vous avez réalisés. Chaque film est une chanson écrite par vous aussi. Donc vous êtes en fait sur le projet romancière, metteur en scène, compositeur. Est-ce que vous avez envie de tout faire, et est-ce que parfois on vous reproche cette boulimie ou cette envie d'embrasser beaucoup de sujets à la fois? Oui, c'est une sorte de boulimie, ça je me rends compte maintenant, que c'est très proche d'une petite névrose quand même, hein. Il y a quelque chose d'un peu malade, parce que ça me prend la tête, et en même temps c'est jouissif. Il y a quelque chose de jouissif dans une tension et une pression que je me mets. Donc je ne sais pas encore expliquer pourquoi, mais effectivement il y a un besoin de faire beaucoup avant mes funérailles, je crois, de profiter de beaucoup de choses et d'essayer tout ce que je peux, en tout cas. Après, est-ce qu'on me le reproche? Je pense que c'est difficile au départ, c'est difficile, et encore une fois, je suis désolée de ramener ça à ça, et certains vont encore s'irriter, dire ah là là, mais c'est pas possible. Mais je crois que c'est aussi difficile d'accepter ça d'une femme, parce que les hommes l'ont fait souvent. On a eu Boris Vian, on a eu Gainsbourg, il y en a des tas qui ont fait de la musique, réalisé des films, écrit des livres, chanté, peint, fait de l'architecture, enfin mélangé plein de trucs. Et puis c'est acceptable, ça ne se souligne pas. Alors que moi, depuis le début, depuis quand j'étais plus jeune, parce que je suis toujours jeune, j'allais dire depuis ma jeunesse, mais oui, on a dû commencer à me voir un peu à partir de mes 18 ans dans le PAF, et j'ai fait des guillemets avec mes doigts. Et donc effectivement, on se dit, mais elle sait tout faire, c'est ne rien faire. Mais la dilettante, donc on m'a appelée la dilettante. On me donne plein de petits qualificatifs qui ne m'ont jamais gênée, parce que
je suis toujours d'accord pour qu'on me comprenne pas, puisque moi-même je sais pas trop, donc je me dis bon, si eux ont pas compris, je peux pas leur jeter la pierre, puisque moi-même je sais pas trop non plus. Donc ça ne me blesse pas, ça ne me décourage pas non plus, au contraire, je pense que ça me donne de la force. Et privilège de l'âge, donc je suis presque une dame, puisque j'ai 47 ans, donc j'approche de la cinquantaine, et je trouve que je me sens devenir une dame, et ce personnage-là me plaît beaucoup aussi, d'être un peu respectable enfin, parce qu'il y a un parcours et il y a une trajectoire, et cette chose est affirmée et finit peut-être par être une spécificité que les gens acceptent ou pas, parce qu'il y a encore des réticents de toute façon, mais qui est plus digeste que quand on postule à 20 ans. Sur la longueur, donc ça passe. Ouais, c'est ça. Ça fait ses preuves en fait. Ouais. Alors on va revenir du coup 47 ans en arrière si vous voulez bien. Vous avez grandi à Bruxelles, vous êtes né d'ailleurs à Bruxelles. Racontez-moi un peu vos souvenirs d'enfance belges. Alors pour moi Bruxelles c'est les cuberdons qui c'était un bonbon que du sucre. C'est une espèce de cône rouge avec du sucre mou dedans et du sucre dur autour, c'est terrible. Il y a les chocotoffs qui sont une sorte de mi-choco, mais meilleurs puisque c'est Côte d'Or. On peut pas donner des marques, mais je suis obligée. Ah si on peut, c'est un podcast, on fait ce qu'on veut. Génial, c'est super. Il y a les frites, bien sûr, les copines. Et en fait, je suis devenue belge puisque moi je suis née de parents portugais. En Belgique, donc à 18 ans vous avez le choix de la nationalité et moi j'ai pris celle du sol parce que à 18 ans j'ai estimé que mes souvenirs étaient belges, l'école était belge, mes copines étaient belges, les odeurs, la nourriture, les rues que je connaissais étaient belges et donc j'ai choisi cette nationalité. Je suis donc la seule belge de la famille puisque tout le monde avant est portugais. Moi je suis née en Belgique, je suis belge et puis les générations d'après sont nées en France, donc ils sont français. Donc en fait, je suis une espèce de trublion. Et ce qui est marrant, parce que ça ramène à... C'est comme si depuis la naissance... Enfin, on est toujours ce qu'on est. C'est-à-dire que je suis une espèce de trublion qu'on ne sait pas où mettre. Et en fait, même dans ma famille, je suis la seule belge. Donc il y a toujours eu un goût pour être un peu dans la marge ou pas comme les autres, en tout cas. Votre père était réfugié politique. Il y avait forcément, j'imagine, un engagement politique, un discours sur ces questions-là qui était présent chez vous dans votre enfance. Vous avez le souvenir d'avoir conscience de ces choses-là, petite fille? C'est une éducation très 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 intellectuelle. Ce sont des intellectuels, surtout mon père. Qui en plus sont hippies, c'est-à-dire que eux, ils arrivent, ils ont 25 ans à peu près en 68. Donc c'est vraiment quand ils arrivent en Belgique, ils ont fui la dictature. Donc c'est vraiment des hippies gauchistes engagés. Donc on est d'abord élevé dans le communisme jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que non. Donc il y a une espèce de passion pour Mao et pour les communistes. Moi, petite, à 3 ans, je crie vive Mao, vive Mao. Donc après, tout ça, on nous explique après, au fur et à mesure, que le communisme était une belle idée, mais qu'elle a été mal appliquée. Mais oui, on a été obligés à la culture. Écouter Sheila, c'était un acte punk à la maison. C'est-à-dire que c'était mal vu. Le hit parade, c'était pas bien vu non plus. Moi, quand je lisais Angélique, Marquise des Anges, je mettais du papier craft autour de mon livre pour que mon père me fasse pas de réflexion. Et quand il passait, il me disait qu'est-ce que tu lis? Je disais Thomas Bernhardt pour essayer d'éviter le problème. Donc il y avait une dictature de la pensée, de la critique, de la pensée critique, de déployer, de déployer un sens critique, je dirais. Et on s'adressait à vous sur quel ton, sur quel mode Je sais même pas si on s'adressait à nous, c'était très flou, c'était vraiment une éducation post-hippie, très libre, très libertaire, donc on s'adressait à nous comme si on était partie prenante de la famille, il n'y avait pas tellement on n'était pas surveillés, mais on nous donnait suffisamment confiance pour que nous prenions nos responsabilités. Donc nous étions bonnes, je dis nous parce que j'ai vécu avec ma sœur. Mon frère a été élevé au Portugal par mes grands-parents, mais donc toutes les deux on était bonnes à l'école de fait, mais pas parce qu'on surveillait nos devoirs ni qu'on nous obligeait à travailler, mais parce que depuis petite on nous formait à être attentive, à être curieuse de ça, d'être en classe et d'aimer ça. Donc on n'étudiait même pas, ce qu'on écoutait en classe rentrait dans notre cerveau et ma sœur était première de la classe, qu'elle a une très 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 bonne mémoire, et moi j'étais 2e ou 3e. Donc tout le cursus. Et après même adulte, 15 ans,
quand les études deviennent plus compliquées. Ma sœur, elle a réussi, je crois qu'elle a eu son bac. Moi non, j'ai abandonné parce que ça demandait trop d'efforts pour travailler. J'étais pas habituée à l'effort, mais en tout cas, il y avait une facilité à être là parce que la pensée avait sa place à la maison et parce qu'on s'adressait à nous comme des êtres responsables. Mais mes parents savaient pas lire un bulletin. Mais en même temps, ils n'avaient pas besoin puisque nous étions de toute façon bonnes. Il n'y avait pas besoin. Vous n'étiez pas surveillés, en fait. On n'était pas surveillés. Mais de la confiance qu'on nous donnait, nous n'en faisions rien de mal. C'est-à-dire, on sortait, mais on rentrait à minuit puisqu'on pouvait. On allait voir des concerts à 12 ans, mais on faisait rien. On n'a pas pris de drogue parce qu'on en parlait, parce qu'on savait ce que c'était. Donc, c'était pas du laxisme non plus. C'était une liberté accordée. Nous étions considérés comme des individus. Et nous considérions nos parents comme des individus que nous ne voulions pas trahir. Donc, il n'y a pas eu trop de lutte. C'était en bon entendement. Bon, ma sœur a eu une crise d'adolescence un peu plus rude avec ma mère, mais elle n'a pas déconné non plus, en fait. C'est pas mal, hein, comme éducation. Et moi, après, j'ai appliqué la même à mon fils, avec un peu plus de cadre, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un peu d'abandon, quand même, post-hippie, que j'ai recadré. Et en fait, ça fonctionne. Ça fait des adultes chouettes. Je trouve, ouais. Mon gamin, c'est un homme maintenant, il a 25, 26. Et c'est pareil, il est plutôt libre, il déconne pas trop, il est plutôt ancré. Et votre mère, c'était quel genre de femme ? Et ma maman, elle était... elle, c'est la joie. Elle est plutôt dans le côté fantaisiste de tout ça. Là, c'est vrai que j'ai parlé... C'est marrant que vous ayez mis ça. Là, j'ai plutôt parlé du côté paternel. Et elle, c'est un peu la fantaisie, la beauté, le solaire, la joie, le désordre qui vient là-dedans, mais toujours très philosophe. Maintenant qu'elle est âgée, on l'appelle grand-mère feuillage, parce qu'elle est très sage. Elle est très indienne. Donc le côté sage et plutôt plus bouddhiste que j'ai en moi vient d'elle, c'est-à-dire se résigner aux événements, les accepter tels qu'ils sont. On vieillit, bah oui, et alors et mieux vaut faire avec que lutter contre, puisque tu ne pourras rien y faire, donc fais-en quelque chose. Donc comme je vous disais tout à l'heure, moi j'en fais un personnage, je suis cette dame, c'est super, je parle avec une voix plus posée. Donc c'est ça, c'est la sagesse folle. La mère et le père, c'est la réflexion, l'esprit critique, la pensée, la dictature. C'est marrant parce que vous parlez beaucoup de vos 9-10 ans et dans votre biographie, ça correspond à un moment particulier où votre famille bascule. C'est le moment où votre sœur, qui s'appelle Lio, connaît un succès incroyable. Alors, mes auditrices et auditeurs sont un peu plus jeunes et je suis pas sûre qu'ils comprennent bien dans les années 80 ce que ça pouvait être Lio. Oui. Moi, j'étais toute petite, mais voilà, elle a vendu, 2 millions d'albums. Elle était 10 millions d'albums. Banana Split, c'est 2 millions. Banana Split. Ouais. Et elle était au top 50 à la télévision tout le temps. Du coup, j'ai lu que ça vous avait aussi eu des conséquences sur votre scolarité, sur votre vie quotidienne, évidemment, dans vos rapports avec vos parents. Et vous avez eu cette phrase que je trouvais très belle. Je suis plus jeune, elle est plus célèbre. On a tôt fait de nous comparer comme 2 petits singes se tortillant sous les spotlights, mais on s'est renforcés par là. On a eu l'occasion de mesurer la solidité de l'amour que l'on se porte. Ce serait pas une définition de la sororité, en fait, que vous venez de formuler ? Absolument. Moi, je le dis souvent quand on me ramène à « oh là là, le problème, Lio, Elena », je dis « non, problème de sororité effective ». Sororité, on dit ? La sororité, comme une espèce de pendant féminin de la fraternité, en fait. C'est ça. Eh bien, c'est exactement ça. C'est juste qu'on est sous les spotlights et que donc c'est visible, mais effectivement, être la petite sœur de quelqu'un, dans quelque fratrie que ce soit, c'est compliqué. Parce que c'est le premier est jaloux du dernier, alors que le dernier pense que c'est le premier qui est le mieux aimé, ce que je pense d'ailleurs toujours. Le premier pense que c'est le dernier le plus aimé parce que c'est le petit, le chouchou, le dernier, nanana. Enfin, oui, c'est effectivement ça. Sauf que nous, on est sous les spotlights et ça se voit et c'est au vu de tous et tout le monde peut avoir son avis là-dessus, mais rien de nouveau sous le soleil, effectivement. Ouais. Et vous, à 15 ans, vous devenez mannequin. Oui. Le mannequinat, c'est quand même un endroit où le corps des femmes est traité avec beaucoup de violence, j'ai l'impression. Vous l'avez ressenti, vous le ressentiez à l'époque ? Oui, ouais, je l'ai ressenti. Je m'y suis inscrite parce que ça me permettait, moi, de quitter l'école
C'était un moyen de quitter le sort de Lio justement qui me poursuivait à l'école et qui était invivable et je suffoquais. Donc je suis partie là-dedans, mais très vite je me suis rendu compte effectivement que c'était débile, que j'étais tout le temps en train de sourire sur les photos, que je mettais que je faisais des pubs où je mettais du parfum dans l'air. Et j'étais très contente parce que j'avais mis du parfum. Rien ne vous rend plus heureuse que de vous asperger de parfum, mais évidemment. Ça, et que mettre un rimel me rendait légère et pimpante dans les rues. Et je demandais aux publicitaires pour qui je travaillais, je disais mais pourquoi on est obligé de faire ce plan où je souris bêtement parce que j'ai mis du rimel? Est-ce que je peux pas mettre le rimel? Point. Est-ce que je suis obligée d'en faire des tonnes? Genre, mes cheveux, je les adore, mes cheveux. Et je fais des trucs avec ma tête. Et donc, j'étais déjà un peu contestataire. Et je me souviens des équipes qui disaient, mais enfin, t'es payé pour, tu l'as accepté, fais-le. Et en même temps, je trouvais qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que, à partir du moment où j'y étais, j'étais déjà une collaboratrice de cette idée-là. Pourquoi vouloir remettre en question alors que j'étais moi-même nourrie à ce lait-là, à ce biberon-là? Mais en fait, c'est très très difficile d'être une révolutionnaire, donc je le suis pas vraiment. C'est-à-dire que je questionne et je remets en question, mais je n'ai pas eu et je n'ai toujours pas les armes, en tout cas, où je les prends pas. Donc, mais je m'en veux pas, je me méprise pas non plus, parce que je vois bien que c'est compliqué d'être aussi cette femme-là et de comment est-ce qu'on survit dans ce monde. Et je n'ai pas le courage d'être cette guerrière à la campagne. Oui. C'est drôle, je m'en veux. Une espèce d'opposition entre la fille qui met du rimel et la guerrière à la campagne. Oui, parce que c'est très difficile d'être nourrie, de gagner sa vie en étant mannequin, ou même d'être une comédienne. Et qu'est-ce que c'est que, moi je me pose toujours les questions, qu'est-ce que c'est qu'être cette comédienne qui va sur un tapis rouge, qui appelle des marques de vêtements, parce que les marques de vêtements vous prêtent ces habits pour faire des photos, des marques vous appellent et veulent bien parfois vous payer pour mettre un bijou. Donc est-ce que je mets ce bijou? Qui fabrique ce bijou? Sur quel sang? Est-ce que j'ai du diamant sur les mains et moi je prends de l'argent? Et qu'est-ce que je fais? Et ce sont des questions à chaque étape, à chaque pas que l'on fait, on enclenche et on parle de quelque chose et on collabore à. Donc c'est toujours très très compliqué. Quand je fais des photos pour un magazine féminin parce que je veux parler de ce que j'ai fait, d'un livre, mais donc on m'habille, on me donne des habits et on me photographie avec ces habits, mais quel est le bijou que je mets à ma main? Quel est le pull que je mets? Où a-t-il été fabriqué? Qu'est-ce que je cautionne ou pas? Et c'est vertigineux comme prise de question. Donc il y a des moments, je me dis, je vais me faire fabriquer une blouse blanche et j'irai sur tous les tapis rouges avec cette blouse blanche fabriquée en France avec du coton français par une petite couturière du quartier et basta. Mais je sors aussi du système, donc quelle est ma survie? Comment je peux y survivre? Je parle que des filles, hein. Après, sans doute, j'espère qu'un PDG de multinationale se pose des questions, j'aimerais. Ouais, mais c'est pas dit. Mais voilà, vous voyez que c'est un peu tempête sous le crâne tout le temps. En tout cas, à l'époque, oui, vous avez 15 ans, vous êtes très jeune, c'est encore l'adolescence, et vous sortez du circuit scolaire classique, vous allez faire une autre école, j'imagine, qui est un peu celle de la vie, comme on pourrait l'appeler connement. Est-ce que vous vous rappelez de femmes que vous admiriez, ou de livres que vous auriez pu lire, de choses qui vous ont nourri à l'époque? Ah oui. Quand j'étais mannequin, je lisais énormément parce que j'avais pas trop confiance aux adultes. Je les trouvais très très effrayants. Donc je lisais tout le temps, je leur parlais très peu. Et donc je lisais Kundera beaucoup, je me souviens de ça. Marguerite Duras énormément. Boris Vian pour sa fantaisie aussi beaucoup. Je dirais ça. Je me souviens aussi du journal de chambre de Mirbeau que j'avais lu, que j'adorais, que je trouvais vraiment trouble. En plus, sur la couverture, il y avait une photo de Jeanne Moreau, donc c'est vraiment pour... Journal d'une femme de chambre, oui, c'est ça. Ouais, qu'elle a interprété dans un film de Buñuel. Et Moreau, comme ça, un peu trouble. Donc oui, la lecture était hyper importante pour moi. C'est aussi l'époque où j'ai commencé les premiers écrits sur le bouddhisme, où je me suis rendu compte qu'il y avait le Dalai Lama qui existait et qui avait dit cette phrase incroyable.
Quand on a un problème, il faut l'analyser. S'il y a une solution, il n'y a plus de problème. Mais s'il n'y a pas de solution, il n'y a plus de problème. Et je dis, ah oui, c'est pas mal. Parce que c'est vrai que plutôt que se mettre la rate au courbouillon sur quelque chose qu'on ne peut pas résoudre, on peut très bien se dire, bon, ben voilà, je n'ai pas de solution pour ça, donc j'oublie. Donc, ouais, la lecture très importante. Ouais. Et vous avez Sagan toujours... aussi, pardon. Ah oui, Sagan, évidemment, merci de la citer. Ouais, Sagan, pour sa facilité. Oui, je dirais c'est mon quatuor gagnant. Duras pour sa langue et sa manière de décrire les histoires d'amour. Vian pour sa fantaisie, sa liberté. Kundera pour la pensée, la politique. Et Sagan pour le cinéma, quoi, la fulgurance. Et vous avez du coup toujours, même toute jeune en fait, dénoncé, formulé la façon dont les femmes sont objectivées, mises en scène dans ces publicités. Dans votre livre, dans Ciao Amore, il y a un moment jouissif où vous imaginez une ville où les panneaux seraient remplis d'images d'hommes nus. Et c'est une vision qui est assez intéressante. Est-ce que c'est une conscience que vous avez parce que vous-même vous avez posé nu? Aussi, oui, tout ça est mêlé, c'est-à-dire que ça vient de, comme on disait au début, de mon père. C'est-à-dire que je me souviens une après-midi où je m'ennuyais, je disais mais papa, je m'ennuie. Et il me dit mais écoute, puisque tu regardes tout le temps la télé, prends un cahier, fais des colonnes et quand la publicité arrive, essaye de comprendre quel est le produit, comment est-ce qu'on le vend, est-ce qu'on emploie un homme, une femme, quelle est la voix qui raconte ça, si on a mis un homme, est-ce que c'est une voix de femme qui en parle, qu'est-ce qu'elle dit la voix, et essaye de comprendre comment est-ce que les publicitaires ont voulu te vendre un produit et qu'est-ce qu'ils ont déployé. Donc j'ai quand même 10 ans, donc déjà tout de suite je comprends que souvent on met des femmes à poil pour vendre une voiture, un du lait, et que les voix sont aussi terriblement stéréotypées. Après je deviens mannequin, donc je deviens moi-même objet et je participe de ça. Et après je commence à chanter, à devenir chanteuse, comédienne, travailler à la télé. Donc comme je suis plutôt mignonne, on me demande de faire des photos de nu que je refuse régulièrement, souvent, etc. En me disant bon, j'ai autre chose à prouver, il faut que je prouve autre chose. Donc la quarantaine arrivant, je pense avoir prouvé suffisamment de choses. Donc le Playboy me propose de poser nue et je dis ok. Puisque j'ai 40 ans, c'est un acte féministe aussi de dire que on est belle à 40 ans et on est toujours désirable. Et avec le recul, je me dis mais finalement, à 40 ans, je me mets toujours à cet endroit-là, c'est-à-dire cette peur de la femme de ne plus être cet objet de désir et donc de disparaître d'une société où finalement on est beaucoup à cet endroit-là. Et je me retrouve à dire pardon, excusez-moi, j'ai 40 ans, mais vous savez, je suis quand même une bonasse. Et je dis ah merde. Cet endroit de la liberté est toujours cet endroit du piège pour nous les femmes, c'est-à-dire que dans certains pays où la femme est voilée, subordonnée, où on l'enferme, elle se met nue sur les blogs. Il y avait une Iranienne, je pense, qui s'était mise nue pour dire moi j'ai un corps et je suis nue et mon corps est beau et est libre et je veux qu'il exulte aussi. Donc ça c'est l'endroit de sa liberté. Et ici, ce corps nu est l'endroit de notre prison, puisque du coup, on se réobjectise, on est de nouveau cet objet du désir. Et c'est très compliqué, cette question, parce que je suis aussi objet du désir. Je suis désireuse et désirante. Oui, parce que vous portez aussi, c'est ce que je trouve vraiment intéressant. Enfin, je vais un peu plus loin dans mes questions, du coup, parce que vous y venez naturellement, en fait. Vous êtes porteuse d'une parole très libérée sur le sexe. Oui. Ça, je trouve ça génial. Vous avez toujours revendiqué le fait d'avoir une sexualité épanouie comme une façon d'accéder à la créativité, à l'amour de soi, au bien-être. Et c'est quelque chose qui est très moderne, ce qui commence à émerger dans le féminisme grand public. Il y a des réalisatrices porno-féministes, des femmes photographes qui revendiquent leur droit à mettre en scène d'autres femmes nues. D'ailleurs, on a fait une expo avec elle il y a pas très longtemps, avec La Poudre. Il y a aussi un site que je vous recommande qui s'appelle Oh My God Yes, où on voit des femmes se masturber et expliquer comment elles accèdent au plaisir. C'est quelque chose qui est très présent et on voit la difficulté qu'il y a à formuler pour une femme voilà comment je jouis, et vous l'avez toujours clamé haut et fort, et je me suis demandé d'où venait cette liberté de parole que vous avez sur la sexualité toujours portée. Parce que en fait très longtemps je me suis considérée comme un individu, c'est-à-dire que moi-même je me suis considérée tout à fait, mais normalement sans jamais me poser de questions, comme un égal de garçon.
C'est-à-dire que même je disais bêtement, je suis un chic type, parce que c'était plus facile et plus courant. Maintenant, avec le recul, je me rends compte à quel point c'est encore un endroit où finalement, c'est idiot. Vous masculinisez pour vous dire que vous étiez normal. Quoi. Voilà, pour être normal, il faut être homme. Mais en fait, je me sentais tout à fait leur égal. C'est-à-dire qu'un homme qui me demandait d'aller boire un verre, je trouvais ça tout à fait normal, puisque j'étais une chic femme, un chouette individu, donc je pensais qu'il voulait boire un café avec moi et qu'on allait être potes. Et petit à petit, les choses basculaient, et quand je couchais pas avec, il m'invitait plus à boire un verre. Donc enfin... Mais très longtemps, je trouvais que on était pareil. Donc leur liberté, j'avais la même. Donc ils parlaient de cul, je parlais de cul. Ils baisaient avec tout le monde, je baisais avec tout le monde. J'étais tout à fait comme eux. Et puis d'un seul coup, j'ai vu que je devenais la traînée. Ou bien on me disait, ah, tu as couché avec toute la terre. Je dis, non, pas tellement en fait. Un petit peu de gens, mais ça fait d'un seul coup toute la terre pour une femme. Tout prend un garçon égale 1000 pour un. Donc ça, je parle proportionnellement. Et donc je me suis rendu compte petit à petit de cette différence. Mais pour moi, j'ai toujours été libre de ça. Et c'est là où petit à petit la question est difficile, et je ramène à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à quel endroit on s'objectise nous-mêmes, à quel endroit je suis un être sexué et désirant, et à quel endroit je redeviens que l'objet. Et cette liberté qui est difficile à faire, parce que finalement, posé nu, mon corps il est là, il est joyeux, il est joyeusement libre et solaire de se montrer nu. Ah oui, mais en même temps, qu'est-ce que les hommes en font ? À quel endroit est-ce que le dialogue, en fait, est faussé ? Donc, pareil... j'en profite puisque j'ai dit à un moment, oui, je comprends pas Rihanna et Beyoncé, je comprends pas ce féminisme. Et finalement, à la fin, j'ai dit, mais non, idiote, c'en est aussi. Pourquoi elles auraient pas le droit d'être sexy et sexuées mais c'est très compliqué. Cette bataille-là, elle est sur le fil. C'est aussi une question du cadre dans lequel on s'exprime. Et pour préparer l'interview, j'ai regardé des tonnes de vidéos de vous. Il y en a beaucoup, notamment sur le site de l'INA, les archives de la télévision. Voilà. Et donc, il y avait des extraits d'émissions de Thierry Ardisson qui dataient du début des années 2000. Mais en les regardant, je m'énervais toute seule devant mon ordi, mais c'était délirant. Donc on vous coupe toutes les 3 secondes, on vous renvoie sans cesse à votre physique, à votre sœur, on vous caresse le crâne en vous disant que vous êtes mignonne, et vous vous en tirez avec un panache dingue, je trouve. Hein. Et moi, ça m'a tuée. C'est une télévision que j'ai regardée aussi, moi, quand j'avais 18-20 ans, ça me paraissait pas aussi choquant. Non. Et aujourd'hui, avec la lecture peut-être plus militante que j'ai des choses, je me dis, mais quelle misogynie, quelle violence. Vous en aviez conscience à l'époque ? Non, je crois pas que je m'en rendais compte sur le moment. Par contre, j'étais très réticente à aller dans ces endroits, et le souvenir que j'en ai, c'est que je suis pas très à l'aise, que je suis un peu fermée et que je subis les choses, et que j'essaie un peu en mode de défense quand même. Et que j'essaie de m'exprimer sans entrer dans l'art. C'est petit à petit que je rentrais dans l'art. Je me souviens d'une émission où Michel Denisot me dit, alors que je venais de faire un album où j'écrivais toutes les paroles et Monsieur Catherine la musique, et il me dit, vous venez de faire un album avec Monsieur Catherine dont vous êtes la muse. Je dis, tiens, c'est intéressant. Je lui dis, vous pouvez me décrire ce que c'est qu'une muse, déjà. Donc il savait pas trop non plus. Il dit, non. Je dis, mais en fait, pourquoi ce serait pas lui ma muse? Avant que je chante ces chansons, on n'en entendait pas beaucoup parler non plus. Donc c'est une collaboration. Pourquoi à partir du moment où nous collaborons, la fille devient la muse du monsieur? Il a fait les musiques de mes chansons, donc peut-être que c'est lui qui m'amuse, ou que je l'amuse, mais alors je ne suis peut-être pas sa muse. Mais voilà, tous ces trucs où effectivement... Mais c'est tardif, j'ai 26-27 ans quand je me rends compte. Alors que les émissions dont vous parlez, j'ai peut-être un petit peu moins. Et il y a beaucoup de timidité aussi. C'est-à-dire que la fille, même pensante, à 20 ans, il faut vraiment qu'elle ait beaucoup de caractère, et qu'elle a, pour s'afficher, pour s'affirmer. C'est-à-dire que je manquais pas de caractère, mais j'avais cette politesse qu'on nous apprend à nous les filles, d'être mignonne, sympathique et souriante, et j'ai eu du mal, j'ai eu long. D'ailleurs, on vous le dit sans cesse, elle est tellement mignonne avec son petit sourire. Mais oui. Et je suis là, mais laissez-la. Mais oui.
Et ce sourire qui est naturel chez moi. Parce que vous dites des choses en plus extrêmement sensées, on sent une maturité, on sent une conscience même politique, mais on vous laisse pas remplacer. Non, on l'entend pas. On parle sans cesse de Oui, on l'entend pas. Et c'est vraiment une frontière aussi, ce visage, ce corps, cette géographie. Moi, j'appelle ça la géographie du corps, quoi. C'est vraiment un langage qui permet ou pas. Et moi, j'avais pas cette parole que j'ai aujourd'hui, en fait, que m'a donné l'expérience aussi de l'exercice, l'âge, enfin, tout mélangé. C'est marrant parce que vous dites que ça vient vers 27-28 ans et c'est l'âge de votre héroïne, Cléophée, elle a 28 ans. Ouais. Et vous situez le basculement vers la trentaine dans la vie d'une femme comme un moment important où il y a... Je trouve, J'ai l'impression, et par mon vécu, et par l'observation que j'ai maintenant des plus jeunes que moi, qu'il y a vraiment une sortie de l'enfance. En fait, à 20 ans, on a l'impression qu'on va traverser, que ça y est, qu'on est un adulte et que c'est bon. Et en fait, maintenant, avec le recul, je vois bien que c'est le goulot et que c'est la fin de l'enfance et qu'en fait, on est vraiment un enfant. Quand je vois les trentenaires, je les sens tout jeunes, je les vois. Et oui, la trentaine arrivant, on sent que il faut quitter quelque chose, qu'il faut être plus concret dans le monde. Je pense que c'est vraiment le premier petit bilan. Et que, comme je dis, la première phrase du livre dit Cléophée arrivait à un âge où on peut commencer à pleurer sur sa vie. C'est qu'avant, on regarde en arrière et puis il y a l'enfance, tout ça. Et puis d'un seul coup, oui, on peut dire il y a 10 ans. Ouais. Et déjà pouvoir dire il y a 10 ans, j'étais à tel endroit, c'est un truc, parce qu'à 12 ans, on le dit jamais. On dit pas oui, il y a 10 ans. Ouais. Et c'est vraiment... ou alors pour parler d'amitié, pour parler de choses légères. Oui. Mais c'est un âge, je pense, qui est charnière. Enfin, ils le sont tous. De toute façon, c'est ça qui est formidable. Même si c'est triste de vieillir, parce que le champ des possibles se restreint, et puis qu'on a le but à la fin, on a peur, ça fait peur. Mais c'est fantastique, parce que ça permet plein de repositionnement face au monde. C'est-à-dire, c'est toujours quelque chose de différent. C'est toujours une pensée différente qui s'aiguise. Et vous, à 30 ans, vous aviez déjà un enfant qui avait au moins 8 ou 9 ans. Vous l'avez eu très jeune. Ouais. Et vous étiez porteuse, enfin vous l'êtes encore d'ailleurs, d'un discours très déculpabilisant sur la maternité. Moi, j'adore entendre ce genre de choses. Enfin, vous dites des trucs du genre, maintenant les enfants, c'est chiant, quoi. Ouais. Je m'en souviens encore. Ouais, je m'en souviens parce que j'étais... il me semble une des premières, ça choquait un peu. Après, Florence Foresti a pris ça en main aussi, et j'ai trouvé ça dément. Elle a fait du bien avec ce spectacle. Très très bien. Je me souviens aussi d'Aliette Abécassis, qui a écrit un livre là-dessus aussi. Et c'était des paroles plus imposantes et que la mienne, moi j'ai commencé à dire ça, j'étais très jeune et puis j'étais pas très célèbre et ma parole était pas très entendue, donc je trouvais que ça faisait du bien, parce que on nous prévient pas quand on est jeune fille que ça va être une grosse galère. On nous prévient pas du tout, en fait. L'idée de Marie, la Sainte Vierge qui met au monde Jésus-Christ, ça nous suffit et on se dit oh génial, l'enfant Jésus qui arrive, qui en plus est le Fils de Dieu. Enfin, tous ces symboles nous enferment dans lesquels on baigne de façon inconsciente quand on grandit dans un milieu chrétien, quoi. Oui, horrible. Et du coup, on est là avec ce bébé qu'on connaît pas, que moche, et puis qui nous fait des dessins moches, qui dès qu'il saute, il faut dire ah c'est bien. Alors je dis ça avec, évidemment c'est de la provoque, parce que évidemment que j'ai adoré cet enfant, évidemment qu'il était fantastique et mignon, et que c'est mignon aussi. Mais en soi, c'est pénible, c'est emprisonnant, ça nous enlève la liberté. Les papas, eux, continuent à aller faire le tour du monde. Évidemment. Et vous laissent à la maison de toute façon. Et pourquoi pas je veux bien, mais c'est chiant. Donc c'est tout. Et puis on peut être jalouse de ce papa qui, lui, va continuer à bouffer le monde alors que vous êtes là à la maison. Donc je suis ok aussi pour dire que la femme c'est plus là, pourquoi pas, mais c'est chiant, c'est tout. Il faut le savoir, il faut le dire, il faut nous laisser en tout cas pouvoir aussi dire ça, dire je veux bien être la maman, mais sachez que c'est pénible aussi. Et voilà, et c'est pénible, mais c'est génial aussi, hein, attention.
c'est génial. Mais on nous l'a pas assez dit, ça. Mais maintenant, je pense que la parole est libérée là-dessus. Mais il y a quand même des femmes qui culpabilisent aussi, hein, de ressentir parfois ce truc d'enfermement qu'on ressent, je pense, toutes quand on est mère. En plus, il y a de la fatigue, il y a plein de choses qui font que parfois... Oui, puis c'est pas que passionnant, cette subordination à ce petit être qu'on veut mettre au monde, mais dans le sens, pas que le faire naître, le mettre dans le monde, lui donner les armes pour qu'il soit suffisamment costaud, pour qu'il comprenne le monde, suffisamment aussi que pour peut-être le modifier. Donc avoir aussi espoir en ce petit soldat qu'on met là, ou cette petite guerrière, cette petite Amazone qu'on met là pour qu'elle puisse aussi essayer de changer des choses. Mais c'est un sacré boulot, quoi. Donc on a le droit de dire c'est chiant quand même, je pense. Bon, alors la transition est un peu bizarre parce que j'ai un peu cassé mon film, mais c'est pas grave. Je voulais parler de porno avec vous parce que vous avez réalisé un film porno. Oui, c'est vrai. Et il est vachement bien d'ailleurs. Merci. Il a été acclamé par la critique. Hein. C'était dans le cadre, il y avait plusieurs femmes actrices ou artistes qui avaient été invitées à faire un film pornographique. Vous êtes la seule à avoir vraiment fait un film pornographique. Vous avez été saluée pour ça. Vous avez quel souvenir, un sentiment de puissance, de jouissance à filmer Ah non, pas du tout. Non. C'est vraiment une expérience incroyable parce que au départ on me propose ça, je me dis mais non, je n'ai jamais pensé faire un film porno, je vais pas faire ça. Et puis après je me dis attention, on te donne l'opportunité de vivre une expérience, donc toujours dans mon esprit vivrons des tas de trucs avant nos funérailles. Je me dis il faut que j'en profite puisqu'on va me donner les moyens de faire quelque chose auquel je n'ai jamais pensé, voyons ce que je peux en faire. Et là donc j'ai fait ça. Et en fait c'est très difficile les premières scènes à filmer on se dit mon Dieu, je rentre dans une intimité, en fait on s'en fait tout un film. Et effectivement, au fur et à mesure qu'on fait ce film, on se rend compte que ce n'est pas une intimité, c'est un film et ce sont des acteurs. C'est un jeu. Et c'est un jeu. Et que finalement, à cet endroit-là, il n'est pas plus obscène de demander à cette personne de faire semblant de jouir ou de se lécher ou de se des trucs, parce que c'est tout aussi obscène que demander à un personnage, à un acteur, de pleurer. Demander à quelqu'un d'aller chercher dans son émotion quelque chose qui le fasse pleurer, finalement c'est au même endroit que de demander à cette personne de jouir. Mais qu'effectivement, c'est le tellement intime qu'on s'en fait toute une histoire, et que pour eux qui ont dépassé cet endroit-là, c'est tout à fait simple de faire ce que vous leur demandez, et qu'au bout de la journée, c'est tout à fait simple de les filmer, et qu'on est tout à fait distancié, c'est-à-dire que, bon là vous êtes à la radio, vous ne voyez pas, mais on a les bras derrière la tête, alors qu'au début on est tout crispé, on se dit oh mon Dieu, je vais filmer des gens qui font l'amour, et en fait non, parce qu'ils font pas l'amour, ils jouent. Et un acteur qui pleure ne pleure pas, et un acteur qui meurt ne meurt pas, c'est du cinéma. Et en fait c'est du cinéma, mais c'est une mise en scène de l'intime. Et pour ça c'était assez fascinant. Donc je n'étais pas dans une pièce de gens qui font l'amour, en tout cas, mais j'ai filmé ça. Et c'est plus violent d'être dans la position de l'actrice. Vous avez une filmographie incroyable. Bon, le film que je crois que tout le monde a vu, on vous a adoré, c'est l'Arnaqueur. D'être dans cette posture-là où on vous demande de jouir, où on vous demande de pleurer, c'est quelque chose que vous vivez comment ? Très bien. En fait, je me torture pas beaucoup. Hein. Je trouve que la vie, c'est suffisamment torturant que pour que dans ces genres de métiers-là, ça va, j'embelle pas des poulets à l'usine non plus. Donc, je trouve que c'est la moindre des choses, c'est d'être humble face à ça. Donc, ce n'est pas une torture, non. C'est plutôt un jeu. C'est comme un enfant. En plus, on me paye pour ça souvent correctement, même plus que correctement. Donc, non, c'est comme un jeu, comme un enfant. Après, j'ai peur, ça crée une problématique, un trac, des doutes, du stress. Ce n'est pas tout confortable, mais ce n'est pas une torture, non. Mais au final, il y a un objet qui vous échappe. Enfin, surtout vous qui créez, qui écrivez, qui réalisez. Vous avez aussi réalisé un documentaire sur le burlesque, qui est super bien d'ailleurs, qu'on peut voir sur Vimeo, co-réalisé. Là, d'un seul coup, l'objet qui va sortir de votre travail, il sort pas de votre cerveau, en fait. Non. Il vous est étranger. Il n'y a pas quelque chose d'un peu troublant ou J'aime pas trop, et en même temps, je me dis que par rapport
à ma maladie à moi qui serait de tout contrôler, de tout vouloir faire toute seule. Par exemple, le livre, je l'écris, après je vais faire les clips moi-même, je les monte moi-même, je veux tout contrôler, le plan, le machin, le montage. J'ai une espèce d'envie de contrôle. Et quand je me place comme actrice, je pense que c'est sans doute un apprentissage aussi pour apprendre à être dirigée, à accepter qu'on me dise non, c'est pas bien. Fais-le comme ci, fais-le comme ça. Je suis ultra têtue, ultra susceptible. Je pense que je fais tout bien. Je pense que j'ai... En même temps que j'ai pas confiance en moi, bah si, malgré tout, puisque j'arrive à aller faire les rendez-vous. Donc il doit y avoir quand même une surconfiance mélangée à ça. Et donc dans la position de comédienne, je pense que je régule quelque chose aussi en me mettant dans cette position que je déteste, qui me fait pleurer. Je pleure comme comédienne parce que je suis susceptible. Si je sens que c'est pas bien, ou je me vexe, puis c'est un endroit qui est plus difficile pour moi, de me laisser faire, de devenir la terre glaise de quelqu'un d'autre et de servir une idée qui n'est pas la mienne. Et oui, c'est une leçon d'humilité. Mais comme je pense quand je deviens mannequin, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où il faut, sans doute dans mon caractère, sinon je serais vraiment devenue un dictateur. Mais il y a une violence en vous et c'est marrant parce que j'allais en venir à ça. Bah, je la sens pas là quand vous me parlez. Par contre, vous avez écrit 3 romans. Ouais. Donc Ciao Amore, c'est le 3e. Il y a L'ennemi est à l'intérieur, mars 2002, et je me suis mise à table, février 2004. À chaque fois dans ces romans, il est question de femmes qui ont des pulsions meurtrières. Ouais. Qui les accomplissent ou pas d'ailleurs, où on ne sait jamais si c'est vrai ou faux. En tout cas, voilà, il est question de meurtre, il est question de tuer des gens, des mères, des amants. Est-ce que cette espèce de pulsion de mort qu'on voit dans vos romans, elle est en vous? Oui, sans doute. C'est marrant, hein, c'est super, parce que des fois... Là, depuis tout à l'heure, vous m'avez dit 2-3 trucs, je vais y penser après, un peu comme dans une séance de psychothérapie de la poudre, hein, c'est un classique c'est ici. Je vais repartir, je vais dire bon, ok, alors je vais repenser à ça. Mais si, c'est vrai. Et en fait, c'est parti, ça s'est calmé petit à petit. D'ailleurs, ce roman-là est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus vivant. Bien que... la phrase de base, c'est quand même « oui, même ou je le tue ». Ça commence comme ça. C'est vrai, oui. Et puis, de toute façon... On peut pas le dire, mais... Oui, non, attention, pas de spoiler, parce que c'est un thriller aussi. Hein. Mais, donc oui, c'est vrai. Mais oui, il y a une violence, et il y a... Mais que je maîtrise, que j'essaye de maîtriser. Mais je pense qu'effectivement, au fond, il y a quelque chose de très autoritaire, de très violent, mais que je maîtrise. Donc il y a tout paraît beaucoup plus doux. En fait, c'est un Barba-Papa, et à l'intérieur, je crois qu'il y a une Kalachnikov, et un truc comme ça. Ouais. Mais c'est quelque chose, c'est moi qui aime psychanalyser aussi là d'un coup, c'est quelque chose que moi je peux ressentir, cette espèce de pulsion de meurtre en fait. Je pense que c'est très tabou pour une femme de la ressentir parce qu'on n'est pas supposé prendre les armes, on fait pas l'armée, on fait pas la guerre, mais pourtant elle est en nous parfois. Est-ce que ça jaillit d'une colère, de quelque chose? D'ailleurs la poudre, ça raconte un peu ça. Cette espèce de truc entre la barbe à papa et la poudre à canon. Et donc vous l'avez apprivoisé, vous avez l'impression de l'avoir apaisé. Oui, puis j'en fais des fantasmes que j'avoue, je sais pas, moi je me dis que si on me... Je touche encore du bois, mais que si on me dit vous en avez que pour 4 mois à vivre, je prends un gun, je vais dans la rue et je mets une balle dans les rotules de tous les mecs qui me font chier. Ouh. J'adore cette idée. Alors évidemment, ça n'est qu'un fantasme. C'est très provoquant. Et je ne peux pas le faire. Bien sûr. Mais ça rejoint ces héroïnes de... comment elles s'appellent les deux là, Thelma et Louise. Thelma et Louise, bien sûr. Voilà, qui prennent... Mais oui, on est là, et puis le mec il te fait chier, puis tu sors le gun, tu dis bah vas-y, t'as dit comment? T'as dit quoi? Vas-y, dis le bonasse, hein, je te nique, quoi? Et on a envie de le faire, de dire mais arrête, je te casse la gueule en fait. Et c'est parce qu'aussi on peut pas la casser la gueule qu'ils nous font ça. Parce que si on casse la gueule, ils le font pas. Puisque dès qu'il y a un mec à côté de nous, ils le font pas. Pourquoi? Pas parce qu'ils respectent le mec, mais parce qu'ils veulent pas se faire casser la gueule par le mec. Donc oui, j'ai des fantasmes comme ça de meurtre que j'assouvis par la parole ou par l'écriture. Ouais. Mais c'est vrai que cette colère-là, faut bien qu'elle exulte, comme dirait.
notre ami Brel, mais pour d'autres, il lui disait il faut que le corps exulte. Ah, j'adore comment vous citez du belge. C'est vrai. Alors, il y a autre chose aussi qu'on demande aux femmes, au-delà de pas tuer. Enfin, on demande à tout le monde de pas tuer, mais de pas prendre les armes en tout cas. C'est pas bien. Non, on ne tue pas, c'est la base. Mais en tout cas, on demande aussi aux femmes de rester jeunes. Ah oui. Et vous en parlez de plus en plus souvent récemment. Dans le L, j'ai lu une interview où vous disiez vous n'avez pas du tout envie de... En gros, vous êtes plus du tout censé désirer. Et que pourtant, les hommes vous amusent encore et ça vous emmerde un peu. Que les hommes vous amusent encore et que ça vous emmerde un peu, que finalement vous seriez supposé pas être un objet de désir à arriver à un certain âge. Ça vous arrange pas, quoi. Ben non, ça m'arrange pas. Et puis je trouve qu'on nous ment, que c'est une sorte de pression. Après, je comprends évidemment le concept de base, c'est-à-dire nous sommes des êtres qui sont là pour procréer, donc une femme après la ménopause n'est plus une génitrice potentielle, donc dans nos instincts, évidemment, on est moins attiré par une femme qui a donc la ménopause, donc qui a des signes de vieillesse, ça se voit qu'on vieillit, ça, ok, donc on est d'accord. Mais enfin, on n'est plus non plus dans les grottes. Et on n'est plus des Cro-Magnons, le monsieur va pas chasser, et nous on fait pas les enfants dans la grotte. Donc déjà on a dépassé ça, donc ramenez pas toujours l'instinct, parce que sinon retournons dans les grottes et on repart à zéro, et alors on pense plus. Donc on n'est plus à cet endroit, donc la pensée a évolué. Donc maintenant qu'on continue à nous faire croire qu'un monsieur qui a des rides, c'est mieux. J'entends même des copines dire oh mais c'est tellement charmant un monsieur, souvent on parle des acteurs qui sont nos exemples, donc machin chouette, regarde. Je dis pas du tout, regarde la photo de lui à 20-25 ans, la beauté du diable, c'est valable pour lui. C'est vrai que c'est plus beau, jeune. C'est vrai que la chair pleine, c'est très beau sur la plage. Un beau jeune homme en maillot, c'est plus beau qu'un beau pépé. Alors, on est d'accord, un homme à 57, 60 ans, 62, n'importe quel âge, il peut être joli comme une madame, mais si c'est un bel homme, il aura toujours été plus beau à 20, 30, 35. Et après, moins. Mais on nous fait croire. Alors les hommes, pardon, mais perdent leurs cheveux très vite. Ils ont des gros ventres, ils ont la peau qui suinte, ils ont des rides pas belles, ils perdent aussi leur rebondi. Et d'ailleurs, devant leur miroir, ils flippent. Les vrais copains, ils vous disent qu'ils sont pas contents de leurs rides, de leurs bourrelets, de leur menton qui tombe, de leur cou qui plisse. Eux non plus. Mais on continue à nous faire croire que eux c'est charmant et que nous c'est moins bien. Eh ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faudrait faire des séries. Maintenant, moi je demande à mes copines du L de faire une série avant-après, avec des acteurs, par exemple. Montrer des photos d'eux à 25 ans. Marcello Mastroianni, les plus beaux jeunes. Ce qu'on fait souvent pour les femmes d'ailleurs. On fait des avec et sans maquillage, on compare toujours. Il y a plein de blogs. Pas maquillés, pas habillés, avant, après, mais faisons l'expérience sur les messieurs. Jean-Paul Belmondo, pardon, mais il est plus beau dans Pierrot le Fou ou dans... avec Gene Seberg, à bout de souffle, qu'aujourd'hui c'est pas difficile, mais même qu'à 50, 60 ans, bien sûr. C'est comme ça, et on aime cette jeunesse, et moi je l'aime, je la décris dans Ciao Amore et je la trouve très belle, mais en même temps, moi je trouve que je suis une fille de qualité et qu'il y a des hommes de qualité, certes moins beaux que quand ils étaient jeunes, mais qui me plaisent parce qu'ils ont traversé et que je trouve une autre beauté dans la pensée, dans le déploiement d'une pensée, dans une personnalité, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il y a des injonctions terribles pour nous les femmes et que on y participe. C'est difficile de résister. Et puis qu'il y a tout un système, après on peut en débattre, mais les lobbies des produits de beauté, donc c'est eux qui payent les magazines féminins. Donc les magazines féminins mettent aussi tous les étés, on nous dit qu'il faut être mince et belle sur la plage, alors que de toute façon toutes les jeunes sont belles sur la plage, même un peu plus grosses que l'une que l'autre, même avec des petits seins, des gros seins, un gros pet en belge, c'est c'est les fesses. C'est les fesses. Avec un petit cul, un gros cul, enfin de toute façon, bah voilà, quoi. Et vous dites aussi que vous avez aussi fini par être prise au sérieux. Est-ce que c'est ça aussi le bon côté du fait qu'on arrête finalement de vous renvoyer sans cesse à votre beauté et du coup on vous écoute plus ?
C'est sûr que de toute façon, la perdition de cette beauté fatale et de cette beauté du diable fait que vous devenez plus sérieuse. Et puis vous-même, il vous faut peut-être plus d'atouts. Je sais pas, encore une fois, c'est des questions que je me pose et qui mettent longtemps. Je sais pas si ma paresse, elle est due au fait que j'avais un pouvoir aussi de par cette beauté, ou si c'est à force de confronter les choses... que je me crée un tempérament plus fort. C'est un peu comme l'œuf ou la poule, j'arrive pas à savoir où sont les conséquences des choses et comment tout ça se mord pas la queue. Donc c'est difficile de parler de manière tout à fait affirmative de oui, c'est l'âge qui fait que. Oui, c'est l'âge, mais aussi je sens que je glisse et que je perds cette chose-là qui était malgré tout quelque chose qui, pendant que j'y suis, c'est-à-dire quand j'ai ce truc-là, ça me semble normal et je me dis, je m'en fous, vivement les rides. Sauf que quand la réalité arrive et que je sens que je perds ça, je sens que aussi, je sors, d'une société petit à petit. Mais en même temps, c'est normal. C'est normal dans les tribus des Indiens d'Amérique bien sages. Ils savent très bien que chaque âge a sa place. Et c'est pour ça que je rejoins ce que je vous disais tout à l'heure. J'aime ce personnage que je me vois devenir, cette dame de 50 ans, parce qu'en fait, j'aime cette place aussi. C'est-à-dire, je me déplace, je vois les jeunes que j'ai mis au monde, le mien et ses amis qui sont des trentenaires en devenir. Et oui, ils vont prendre la place. C'est eux qui sont au concert dans les salles que j'investissais moi. Ils sont au Trabendo, ils sont au Divan du Monde. C'est eux qui sont dans les studios, je les vois faire des photos. Donc, oui, ça m'interpelle, je suis un petit peu jalouse. Je dis, merde, c'était moi, en fait, qui était dans les pages des Inrocks, et c'est eux. Mais oui, mais madame, c'est normal. Maintenant, prends une autre page, prends une autre place, et puis, de temps en temps, tu iras au Trabendo si tu feras encore un concert, mais ce sont les jeunes qui achètent de la musique. Et c'est comme ça. Et c'est normal. Et dans les tipis, les vieux, ils restent à un autre endroit. Donc, accepte cette place-là, et ça en fera quelque chose de joli. Mais ça vient en même temps. Enfin, je sais pas si j'ai répondu. Ouais, je vois, tout à fait. C'est parce que oui, je perds des choses, mais j'en gagne d'autres. Mais c'est joyeux en même temps. Tout à l'heure, avant l'interview, on parlait aussi de la façon dont on exprime une conscience féministe. Vous l'avez en fait toujours eu en vous, mais vous l'exprimez de façon aussi de plus en plus claire et forte. Oui. Et puis vous m'avez dit ça au café tout à l'heure et j'étais contente que vous l'ayez vu parce que pour certaines personnes, ils ont l'impression que je me réveille féministe puisque la parole est plus forte. Or, j'ai toujours dit, même dans les interviews dont vous parliez tout à l'heure chez Ardisson, je me souviens où il m'a demandé quelles sont les photos dont vous avez honte et je disais déjà à l'époque, les photos pour vendre des rimels parce que je trouve ça idiot d'avoir l'air d'une femme heureuse parce que j'ai un rimel. Je veux bien vendre un rimel, mais c'est... Vous le disiez déjà, ouais. D'ailleurs, il y a une blonde sur le plateau qui vous dit « Vous croyez qu'en Afrique, les gens ils se posent ce genre de questions ?» Oui. Et on sent que votre parole, elle n'est pas du tout à sa place, quoi. On n'attend pas du tout ça sur ce plateau à cette heure de... Oui, puis on la comprend pas, parce que ça vient effectivement d'une parole de personnes qui semblent gâtées par la vie, puisque tu peux faire le mannequin en vendant du rimel et gagner très bien ta vie. Donc évidemment, si on vous met ça en confrontation avec les gens qui meurent de faim en Afrique, oui, on n'est pas au même endroit effectivement, mais en même temps tout est lié. Mais votre parole aussi, elle s'est solidifiée parce qu'à l'époque on vous sent aussi un peu désarmé face à la réponse. Bien sûr. Nana, vous êtes là genre ok, c'est sûr. Oui, oui. Et aujourd'hui vous avez un argumentaire qui est beaucoup plus plus solide. Plus solide ou Mais c'est plus solide parce que alors là pour le coup c'est pas que la perdition de la beauté diable. Là, c'est tout ce dont on est nourri. Tout ce dont on est nourri, ce sont les lectures, ce sont la pensée, les pensées qui se déploient, les confrontations. Je me suis beaucoup intéressée à plein de choses, à des philosophes, à des écrivains. Il y a des choses qui ont fait déclic assez récemment, des choses que vous avez lues dernièrement, vous pourriez recommander Ouais, tout le temps. Alors ça peut être très simplement Virginie Despentes, qui est plus simple d'accès. En lisant King Kong Theory, on peut se rendre compte d'un pamphlet féministe et d'une parole qui est très forte
mais en même temps très rock et très moderne et qui nous met pas à distance, parce que c'est pas une grande philosophe. Je pense que c'est une grande philosophe, attention, mais pas dans le sens universitaire avec un métalangage qui tient à distance. Un métalangage étant un langage très particulier qui fait partie d'une confrérie et qui met à distance un peu le lambda qui ne comprendrait pas. Donc on peut lire du Virginie Despentes, mais après on peut aussi lire Béatrice Preciado, qui a été sa collègue, ou qui l'est toujours, je ne sais pas, et qui est elle une philosophe pour le coup, et qui a écrit des essais parfois un peu plus compliqués sur le genre, le transgenre, la position de la femme. Je me suis beaucoup intéressée aussi au genre, qu'est-ce que c'est que le transgenre, mais parce que j'avais des amis hommes qui sont transformés en femmes très vite, j'avais 18 ans, donc déjà cette question de qu'est-ce que c'est qu'une femme finalement, à quel endroit, puisque cet homme est une femme, c'était génial déjà comme ouverture d'esprit. À 18 ans tu fais ouh, waouh, qu'est-ce qui se passe? Vous avez accès à votre chambre à vous, un espace où vous créez en toute liberté, sans qu'on ma vienne chambre à moi, vous voulez dire un peu au sens de Virginia Woolf, où elle explique que toute femme artiste a besoin d'avoir un espace où on ne vient pas l'encombrer avec les contraintes matérielles pour pouvoir créer. Pour pouvoir. En fait, oui, mais je pense qu'elle est en soi. En tout cas, moi, elle était en moi, parce que jusqu'à très tard, je n'ai eu dans ma vie familiale d'endroit pour créer que la salle à manger, dans lequel j'avais mon ordinateur, parce que en bonne femme d'intérieur, j'ai laissé la chambre à monsieur pour qu'il puisse créer et lui s'enfermer des contingences domestiques et des enfants. Donc moi, j'étais dans le salon, enfin dans la salle à manger, et les enfants venaient me demander qui un 4 heures, qui une tartine ou gna et ils avaient des choses à faire et des choses à dire, et donc en fait j'étais là, j'écrivais, puis je les voyais arriver dans mon angle de vue et je faisais et ils attendaient et je finissais mon idée, et une fois que mon idée était bien écrite, je disais quoi, est-ce que je peux avoir une pomme? Oui, et je le faisais. Donc en fait, cette chambre, elle était en moi. Après, j'ai réussi à... Vous l'avez matérialisé. Ouais, à réclamer le bureau et à dire, mais en fait, je comprends pas pourquoi toi, tu peux être là et pas moi. Voilà. Mais oui, c'est important. Mais oui, c'est important. Mais oui. Et donc maintenant, j'ai un bureau à moi que j'adore et dans lequel je peux m'enfermer. Et puis de toute façon, je n'ai plus d'enfants qui veulent des gâteaux. Ça, c'est pas mal. Alors, ça doit vouloir d'autres choses à 30 ans, un enfant, non? Peut-être, on dit souvent petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. C'est vrai, des soucis. Oui, c'est des soucis. On a peur des accidents, on a peur, on a peur des choses. Ouais. On a peur tout le temps. De toute façon, être maman, c'est avoir peur éternellement. Mais non, maintenant, il faut être grand-mère. Alors justement, y a un lien plus ou moins direct avec la question que je pose à toutes les femmes qui passent ici. Quel rapport entretenez-vous avec votre utérus? Ah On ne pense pas assez souvent à cet organe, je pense. Qu'on a ou qu'on n'a pas, d'ailleurs. Quel rapport j'ai avec la vie? C'est-à-dire que, vous voulez dire, en fait, vous parlez d'une forme de maternité. Qu'est-ce qu'on fait de cette idée? Je sais pas de quoi je parle, mais je trouve qu'en fait, on est souvent renvoyé à lui, à cette fonction qu'on a de devenir mère, qu'on la devienne ou pas, qu'on puisse le devenir ou pas. Finalement, on est souvent ramené à ça. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, je me suis souvent considérée comme un individu, et donc j'ai beaucoup eu de mal avec ça, c'est-à-dire que mes seins m'étonnent toujours, c'est-à-dire que je sais que j'en ai, mais je suis toujours étonnée de les avoir. Je dis ah ouais, et parfois je les touche et je me rends pas compte. Là, vous les touchez d'ailleurs. Parce que là, je suis en train de les toucher parce que je dis ah ouais, j'ai des seins, c'est marrant, tiens, en fait, d'un seul coup. En fait, parce qu'au début, on est un peu normaux, on est tous pareils. Après, dans la culotte, ça se voit pas ce qu'on a. Oui, il y a une neutralité des enfants. Et puis d'un seul coup, poup, nous on a une espèce de petits seins qui arrivent là et on dit ah ouais, en fait, je suis différente. Mais donc tout ça, et pareil, écouter mon corps à ce niveau-là. C'est-à-dire que même les gynécos, ils vous disent et vos dernières règles, elles sont de quand? Je sais pas. Et les seins qui gonflent avant, tous les signaux liés à ma féminité, je ne les analyse pas, je ne les calcule pas, je ne les vois pas. Vous les écoutez pas? Je ne les écoute pas. Donc je ne sais pas qui sont là. Donc l'utérus, c'est pareil. Je me rends compte petit à petit que il est là mais qu'il sert à rien, qu'il va plus faire d'enfants. Mais ça ne m'a pas trop préoccupée. Le concept m'angoisse,
C'est-à-dire que ce n'est plus un champ de possible. Donc dans ce sens-là, c'est compliqué. Moi qui veux toujours que tout soit possible, donc à cet endroit, je me dis ah merde, on me ferme une porte, la vie me ferme cette porte. Mais en soi, je m'y attache pas. Mais encore une fois, parce que je sais que je suis une fille, je sais que je suis une femme, mais en même temps, c'est un concept. C'est plus un concept qu'une réalité. Je sais que c'est une réalité physiologique, mais que je ne vis pas. Je suis obligée de m'y forcer. Je suis obligée de... C'est les autres qui m'y renvoient. C'est les messieurs dans la rue qui me disent de trucs bizarres. Et je dis ah oui, en effet, c'est vrai. je suis je suis une autre chose que un individu. Mais sinon, je me réveille et je me sens tout à fait normale en fait. C'est pas un fardeau que vous portez en tout cas. Non, au contraire, je trouve ça difficile. Après, ça peut donner des choses très bizarres, comme dire je suis très contente d'avoir mis au monde un garçon plutôt qu'une fille, ce qui est choquant, ce qui est quand même très violent à penser. Mais c'est vrai que je suis contente de la liberté qu'il a, plutôt que ce que nous traversons. Parce que je trouve que c'est très, très difficile d'être une femme. Et encore une fois, je mets toujours de la réserve, c'est-à-dire j'ai conscience que nous, en France, on est encore parmi les gâtés. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que tant qu'une femme est violée, battue, excisée, lapidée, mise en prison, là au Maroc, il y a une femme ce matin, on vient de lire, 2 ans de prison pour adultère. Donc tant qu'une femme est maltraitée sur la planète en tant que femme, je ne me sens pas tranquille, parce que cela veut dire que dans l'inconscient collectif, il est possible de nous traiter de la sorte. Et donc, je ne marche pas tranquille. Et être une femme, c'est difficile. Et on s'en rend compte tout au long de la vie. C'est-à-dire que ça prend... la conscience, elle est de plus en plus aiguisée au fur et à mesure que l'on vieillit. Ça évoque quoi pour vous, la poudre ? Ça vous fait penser à quoi ? Un truc explosif. Ouais. Pas un truc explosif, de la poudre... Ouais. C'était ça ou pas ? J'aime bien moi, cette idée-là, ouais. Merci à Elena Nogueira d'être venue faire parler la poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur La Poudre. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr. Merci à l'hôtel Grand Amour d'avoir abrité cet enregistrement de La Poudre. C'est un endroit d'un raffinement exquis qui se trouve dans le 10e, en plein dans le quartier qui bouge, qui change, qui s'amuse à Paris. C'est vraiment beau ici. Là, par exemple, sous les yeux, j'ai une baignoire ancienne, à pattes, vous savez. Elle trône dans la chambre. Les murs sont turquoises, les rideaux gris perle. On s'y sent bien. En fait, on a envie d'y dormir. L'hôtel Grand Amour, c'est 18 rue de la Fidélité. Si vous réservez avec le code La Poudre, vous aurez une réduction de 10%. C'est cool, hein ? À plus !